Bonjour, aujourd'hui chapitre 16 de physique-chimie en terminale S, enjeux énergétiques et transfert d'énergie thermique. Donc en premier, commençons par parler d'énergie, puisque dans toute cette leçon, nous allons parler d'énergie, nous allons parler de la manière dont l'énergie se transfère, nous allons parler également de ce que c'est un bilan énergétique, donc nous allons forcément parler de température, de la capacité d'un système à échanger de l'énergie avec un autre, nous allons parler également de type de transfert d'énergie, de transfert thermique, et nous allons parler forcément d'isolation à travers par exemple une paroi. Mais commençons par parler un peu de ce que c'est l'énergie, des différents types de formes d'énergie, des unités que l'on utilise. Donc, on commence par le grand 1, enjeu énergétique, petit 1, chaîne énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne énergétique ? Eh bien, une chaîne énergétique, c'est ce diagramme qui se trouve là, où on va avoir des ovales et on va avoir des flèches. À chaque fois, sur les ovales, on a ce qu'on appelle des convertisseurs, c'est-à-dire des dispositifs qui vont permettre de passer d'une forme d'énergie à une autre. Par exemple, le panneau photovoltaïque va convertir de l'énergie solaire, qu'on appelle rayonnement, en énergie électrique. Donc, on va avoir sur cette chaîne énergétique des convertisseurs et on va avoir sur les flèches les différentes formes d'énergie qui sont impliquées. C'est ce que l'on note maintenant. Alors, nous parlons d'énergie, mais l'énergie, en quelle unité elle s'exprime ? Eh bien, l'unité utilisée pour l'énergie, c'est le joule. De symbole J majuscule. La puissance, elle, va s'exprimer en watts, avec un W majuscule, puisqu'il existait un monsieur Watt comme un monsieur Joule, d'ailleurs. La puissance va être reliée à l'énergie, tout simplement parce qu'un appareil de puissance P, qui fonctionne durant un temps T, eh bien, va consommer une énergie E. On peut donc écrire que la puissance P, c'est égal à l'énergie par rapport au temps. Ou alors, on peut écrire que l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Pour être clair, l'énergie, c'est ce que vous vend EDF, par exemple, au niveau de votre compteur électrique. Vos parents payent une énergie. La puissance, c'est quand, par exemple, vous achetez un appareil ménager, comme un séchoir. Ce séchoir va avoir une puissance de 900 watts. Ça dépend uniquement de l'appareil. Après, votre consommation électrique va dépendre donc de la puissance de votre séchoir et combien de temps vous allez utiliser votre séchoir. Si vous utilisez votre séchoir 5 minutes, vous allez consommer une certaine quantité d'énergie. Si vous l'utilisez 10 minutes, vous allez utiliser 2 fois plus d'énergie, donc ça vous coûtera 2 fois plus cher. Donc l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps, alors que la puissance, ça n'est lié qu'à l'appareil que l'on utilise. Quelle est la conversion d'énergie ? Une conversion d'énergie, à chaque fois qu'on aura de l'énergie, eh bien on va avoir un convertisseur. Donc ce convertisseur, on a dit qu'on le mettait comme un ovale, qui va recevoir un certain type d'énergie. Cette énergie, ou la puissance, si on parle en puissance, par exemple, ici, ça va être la puissance qu'on appelle la puissance consommée. Si, par exemple, mon convertisseur, c'est un moteur. Dans ce cas-là, la puissance consommée, ça sera une puissance électrique. Il va transformer mon moteur en puissance mécanique, c'est-à-dire une puissance qu'on appelle une puissance utile. Il en perd une certaine quantité sous forme de frottement, sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle la puissance perdue. Cela nous amène en fait à établir la notion de rendement. Le rendement, qu'est-ce que ça va être ? Et ça sera toujours la même chose. Le rendement, ça va être ce qui est utile par rapport à ce qui est consommé. Donc ça sera P utile
sur P consommé. On peut exprimer également le rendement en énergie en disant que c'est l'énergie utile sur l'énergie consommée. On peut parler aussi bien de puissance, de rapport de puissance que de rapport d'énergie, puisque les deux grandeurs, puissance et énergie, sont proportionnelles. Donc on va distinguer deux types de convertisseurs, deux grands types. En premier, ceux qui fournissent de l'énergie électrique. Ceux-là, on les appellera des générateurs. Donc par exemple, on peut citer bien une pile, un panneau solaire, une éolienne. Tout ça, ça fournit de l'énergie électrique. L'énergie qui est consommée, c'est-à-dire qui rentre dans ce convertisseur, eh bien, elle peut être de différentes origines. Par exemple, dans le cas de la pile, elle va être chimique. Dans le cas de l'éolienne, elle va être mécanique. Donc, elle va avoir plusieurs origines. Donc, ça peut être chimique, mécanique. On pourrait même dire solaire, dans le cas des panneaux photovoltaïques, etc. L'énergie utile, par contre, elle sera toujours électrique, puisque le but d'un générateur, c'est de fournir de l'énergie électrique. Les pertes seront toujours sous forme de chaleur. On parlera donc de pertes d'origine thermique. Le deuxième type de convertisseur, eh bien, tout simplement, ce sont les récepteurs. Comme leur nom l'indique, ce sont des convertisseurs qui vont consommer de l'énergie électrique, qui vont la recevoir et qui vont la transformer en autre chose. Donc l'énergie électrique sera toujours, on enlève le peut-être, sera toujours l'énergie consommée. Et l'énergie utile, par exemple, eh bien, elle pourra être mécanique, comme dans le cas d'un moteur. Elle pourra être thermique, dans le cas d'un séchoir ou autre. Les pertes sont en général sous forme, là aussi, de chaleur. Quand on fait le bilan d'énergie, eh bien, on regarde les apports et les pertes en énergie. En régime permanent, eh bien, on considère que l'ensemble des apports est égal à l'ensemble des pertes. On dit que ça s'équilibre. C'est pour ça que le régime est permanent. Si on n'a pas un équilibre, le régime va être transitoire, c'est-à-dire que si les pertes sont plus importantes que ce qui est apporté, eh bien petit à petit, le système va s'arrêter de fonctionner. Donc c'est pour ça que le régime ne sera pas permanent. Regardons maintenant le diagramme du bilan thermique d'une maison. Donc sur ce diagramme, on a représenté les différents types d'énergie qui vont exister, dû au chauffage, à l'éclairage, aux habitants, aux appareils. On a schématisé également les pertes à ce niveau-là à différents endroits. Les pertes vont toujours de l'intérieur vers l'extérieur, puisque notre système, eh bien, tout simplement, c'est la maison. Donc, faisons le bilan des différents types d'apports et de pertes qui existent. Les apports thermiques, eh bien, ils sont listés. Tout simplement, ça va être le chauffage, l'éclairage, les habitants, et les appareils. Alors, pourquoi ce sont des apports thermiques? Le chauffage, on comprend bien que le but d'un chauffage, c'est de chauffer, donc d'apporter de l'énergie. L'éclairage, eh bien, quand on a une lampe, quelle que soit son origine, cette lampe, en même temps qu'elle va éclairer, elle va également chauffer.
C'est pourquoi on la liste dans les apports thermiques. Les habitants, vous êtes des corps chauds. Donc si vous apportez votre chaleur, vous êtes également des apports thermiques. Les appareils. On a vu précédemment que tous les appareils, quels qu'ils soient, sont des convertisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des pertes sous forme de chaleur. Donc les pertes pour un appareil vont être considérées comme des apports thermiques pour la maison. Par contre, la maison, elle aussi, subit des pertes qui sont schématisées. On voit bien dans le schéma que les pertes se font par le toit, les murs et le sol. Donc pour économiser de l'énergie, on va développer de nouvelles technologies. Des technologies au niveau des transports, par exemple, mais également au niveau de l'habitat. Parce que le but, ça va être d'avoir une meilleure isolation pour limiter toutes ces pertes-là. Si on limite ces pertes-là, eh bien forcément, on a besoin de moins d'apports de chauffage. On peut considérer que les habitants, les appareils et l'éclairage, ils vont rester constants. Mais si je n'ai pas de pertes, je n'ai pas besoin de chauffage. Par contre, si j'ai beaucoup de pertes, dans ce cas-là, il va falloir que je chauffe beaucoup pour compenser ces pertes, pour arriver justement au régime permanent dont on parlait. Parlons maintenant de température et de capacité thermique d'un système fermé. Donc déjà, un système fermé, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur, mais il peut échanger de l'énergie. Donc la température, ça mesure quoi concrètement? Eh bien, la température mesure l'agitation des entités. On a très souvent déjà parlé d'agitation thermique. Plus la température est élevée, plus les entités, molécules, ions ou autres, vont s'agiter dans tous les sens. Cette température va se noter grand T et l'unité internationale de la température, c'est le Kelvin. Comme il y avait un monsieur Kelvin, c'est grand K. Et le symbole, c'est grand K. La plupart du temps, on utilise les degrés Celsius, qui sont une unité usuelle, pour passer de la température en Celsius à la température en Kelvin. Eh bien, on va prendre la température en degrés Celsius et on va rajouter 273,15. L'échelle de Kelvin, c'est l'échelle de température absolue. Le 0 Kelvin, c'est le zéro absolu, c'est-à-dire celui où il ne va pas y avoir d'agitation des entités. Usuellement, on n'utilise jamais les Kelvin, à part pour faire des calculs. On va parler également d'énergie interne, puisque en termes d'énergie, l'agitation microscopique va se traduire par une valeur macroscopique appelée énergie interne du système. Cette énergie interne se note grand U et s'exprime en joules. La variation d'énergie interne du système U initial à un système U final se notera delta U. Variation, c'est toujours final moins initial. Ce delta U, eh bien, forcément, il est proportionnel à la variation de température, delta T, qui est égal à TF moins TI. Le delta U, c'est-à-dire la variation d'énergie interne, sera proportionnel à un coefficient grand C, qui est un coefficient de proportionnalité, multiplié par cette variation de température. Ce coefficient de proportionnalité grand C s'appelle la capacité thermique. Il est lié à la capacité du système à stocker ou à céder son énergie interne. Plus C est grand, plus delta U sera grand également. La capacité thermique grand C va donc dépendre du système en général, c'est-à-dire un système qui va être caractérisé par sa masse et par son matériau. Donc souvent, de manière générale, on utilise une autre grandeur qui s'appelle la capacité thermique massique, c'est-à-dire que grand C va être égal à M multiplié par petit c, avec M qui va s'exprimer en kilogrammes. Petit c sera alors la capacité thermique massique. Elle va être associée à un matériau.
Par exemple, si j'ai un verre d'eau de 100 ml, ça c'est mon système. Ce système verre d'eau va donc avoir une capacité thermique grand C. Pour calculer ce grand C, eh bien, je prendrai la masse de l'eau qui est présente dans mon verre d'eau, multipliée par la capacité thermique massique de l'eau, liée au matériau qui est l'eau. À ce moment-là, on pourra donc écrire que delta U, c'est égal à M multiplié par petit c multiplié par delta T. Ce U, ce delta U, qui est la variation d'énergie interne, on le note parfois, et vous l'avez dû le voir l'année dernière comme ça, par la lettre grand Q, c'est-à-dire la chaleur échangée. Quand je parlais de mon verre d'eau, je vous ai dit un verre d'eau contenant 100 ml d'eau. J'ai donc parlé d'un volume. Or, dans cette relation, on voit une masse apparaître. Eh bien, tout simplement, on va devoir utiliser la masse volumique. Je vous rappelle que la masse volumique ρ, c'est égal à la masse divisée par le volume. Avec la masse qui va s'exprimer en kilogrammes, le volume en mètres cubes, et à ce moment-là, on aura la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Cette variation d'énergie interne va se faire tout simplement parce que le système perd ou échange de l'énergie avec l'extérieur. Donc, s'il perd de l'énergie, on aura un delta U qui va être négatif. Si par contre il gagne de l'énergie, on aura un delta U qui va être positif. Tout est lié, bien entendu, au transfert thermique qui va s'exercer avec l'extérieur. Il existe différents types de transfert thermique, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc le nom de chaleur est lié au transfert thermique. Lorsque un système peut échanger avec l'extérieur de l'énergie sous forme d'énergie thermique, on parle de transfert thermique, également appelé chaleur, qui se note Q et qui va s'exprimer, comme c'est la même chose qu'une énergie, en joules. Le transfert thermique se fait toujours spontanément, c'est-à-dire directement, toujours de la partie la plus chaude vers la partie la plus froide. Ce qui signifie qu'en hiver, la maison est plus chaude que l'extérieur, le transfert thermique se fait bien de la maison vers l'extérieur, comme tout à l'heure nous l'avons vu lors des pertes. Le transfert, à quel moment il va s'arrêter? Eh bien tout simplement, il va s'arrêter lorsqu'on arrive à l'équilibre thermique. L'équilibre thermique, ça veut dire qu'il y a la même température à l'intérieur du système et à l'extérieur. Par exemple, on met un verre d'eau froide à l'extérieur, eh bien il va y avoir un transfert thermique du verre, par exemple si l'eau est à 20 degrés, vers l'air extérieur qui est à 10 degrés, jusqu'au moment où l'eau aura transféré toute l'énergie excédentaire qu'elle a et va donc être à 10 degrés également. Le transfert inverse ne peut pas se faire spontanément, c'est-à-dire que si vous avez votre eau qui est arrivée à 10 degrés, elle ne va pas revenir à 20 degrés. On va dire que le transfert thermique, il est irréversible. Donc il y a 3 types de transferts thermiques qui sont schématisés ici. Donc là sur l'image, vous voyez que le monsieur se brûle en touchant le tisonnier. Le tisonnier est un solide, il y a une extrémité qui est dans le feu, pas l'autre. En fait, on parle ici de transfert thermique par conduction. Que va-t-il se passer? Eh bien, les atomes de fer qui constituent le tisonnier vont être chauffés quand ils sont dans le feu. Mais cette élévation de température à ce niveau-là va être liée à l'agitation thermique, nous l'avons vu. C'est-à-dire que les atomes qui se situent ici vont se mettre à vibrer, vont s'agiter, et ils vont transmettre leur agitation de proche en proche à tous les autres qui se trouvent dans la tige.
Donc, il va y avoir une transmission, un transfert thermique sans qu'il y ait déplacement de matière. Les atomes restent à leur place. Ils vont juste transmettre leur agitation de proche en proche. Ce transfert thermique par conduction n'a donc lieu que dans les solides. Dans les liquides ou dans les gaz, on va utiliser un autre type de transfert thermique. Il s'agit du transfert thermique par convection. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bonhomme va se brûler la deuxième main parce qu'il l'a placée sur la flamme d'une bougie. Alors, entre la flamme de la bougie et sa main, il y a de l'air. Mais l'air va être chauffé et va transmettre l'énergie de la flamme à la main, justement par convection. La convection, c'est ce qui est responsable des petits mouvements que vous avez dans une casserole d'eau. Ça va être également responsable des différents courants marins. Ça va être lié à un déplacement de matière. La convection, tout simplement, quand on a un radiateur électrique, il va chauffer l'air qui est à proximité. Cet air chaud va être moins dense que l'air froid. Donc, s'il est moins dense, il va monter. Quand il arrive en haut, il va être loin de la source de chaleur, il va donc se refroidir et va retomber. Il va ensuite se retrouver au niveau de la source de chaleur, il va remonter et ainsi de suite. On a des mouvements qu'on appelle des mouvements de convection. Donc, dans les liquides ou dans les gaz, l'agitation thermique va se transmettre avec déplacement de matière. Ces deux types de transport nécessitent de la matière. Par contre, il existe un autre type de transfert qui n'a pas besoin de matière. Par exemple, ici, le soleil va bronzer et va donner un coup de soleil à notre bonhomme qui est brûlé aux deux mains. Pourtant, le soleil émet des rayonnements qui vont passer dans le vide avant d'arriver dans notre atmosphère et avant de chauffer le bonhomme qui se trouve ici. On a un transfert thermique par rayonnement, où on a une modification de l'agitation thermique, mais par une onde électromagnétique qui a les propriétés de se propager même dans le vide. Il s'agit donc d'un transfert par rayonnement. Nous avons parlé de chaleur, nous avons parlé de transfert thermique. Parlons maintenant de flux thermique, puisque le flux est une grandeur qui va caractériser la vitesse du transfert thermique pendant une durée ΔT. On peut également dire que le flux est l'énergie thermique divisée par ΔT. Vous voyez bien alors que le flux ressemble à une puissance, que la chaleur représente l'énergie, la durée en secondes, c'est pour ça que le flux thermique va s'exprimer en watts, exactement comme une puissance. On va souvent parler de flux thermique à travers une paroi plane qui va séparer deux milieux. Donc, on va avoir la paroi qui va se situer ici. Cette paroi va avoir une épaisseur petit e. Cette paroi a une surface S. D'un côté, on va avoir un corps chaud. De l'autre côté, on va avoir un corps froid. Le flux thermique va se faire spontanément du chaud vers le froid. Bien évidemment, le flux thermique va être lié à l'épaisseur petit e, c'est-à-dire que le flux thermique sera d'autant plus grand que l'épaisseur de la paroi va être faible et que la surface va être grande. Le flux thermique va être lié également à l'écart de température. Si j'ai un grand écart de température, eh bien je vais avoir un flux thermique qui va être grand. Il va dépendre également de la nature du matériau qui constitue la paroi. On ne va pas avoir le même flux thermique si on a du verre, si on a du parpaing, si on a de la brique ou si on a du bois. Donc la nature du matériau va être caractérisée
par lambda, c'est ce qu'on appelle la conductivité thermique du matériau, conductivité thermique massique. On pourra donc dire que le flux phi, il va être proportionnel à la surface, proportionnel à la conductivité, inversement proportionnel à l'épaisseur et proportionnel à la différence de température Tc moins Tf. Tous ces paramètres ici, S, lambda et E, vont dépendre uniquement de la nature de la paroi. On dira donc que ce coefficient S fois lambda divisé par E, ça va être l'inverse de la résistance thermique. On pourra donc écrire que le flux, ça va être Tc moins Tf divisé par RTH. On retiendra donc que la résistance thermique va être égale à E divisé par S fois lambda. Pour réaliser le bilan d'énergie du système fermé, on va regarder tous les types d'énergie qui vont être liés au système, c'est-à-dire aussi bien l'énergie qui est liée du point de vue interne du système que du point de vue des échanges. Donc déjà, de manière générale, l'énergie d'un système, ça va être ce qui est lié à son énergie interne U, mais également qui va être lié à l'énergie mécanique de notre système EM. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie grand E du système. La variation de l'énergie du système va se noter delta E. Ce delta E va pouvoir être exprimé de deux façons, selon le point de vue qu'on adopte. Si on se place dans le point de vue interne du système, dans ce cas-là, delta E, eh bien, ça va être égal à delta U plus delta EM. C'est-à-dire la variation d'énergie interne du système et la variation d'énergie mécanique. Attention, on se rappelle que la variation d'énergie interne, elle est nulle quand on est en régime permanent. Donc, si on a delta U qui est égal à 0 en régime permanent, eh bien, on aura delta E qui est égal à delta EM. C'est sur quoi on a raisonné jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les chapitres précédents, on a parlé de variation de l'énergie mécanique sans tenir compte d'un échauffement ou d'une variation de température, tout simplement parce qu'on considérait que le régime était permanent. On peut également raisonner du point de vue des échanges avec le système, c'est-à-dire que la variation d'énergie, elle va être liée à tout ce que le système perd ou gagne, et également au travail des forces qui vont s'exercer. Donc on pourra écrire que delta E va être égal à Q, où Q ça représente la chaleur, plus W, et W c'est le travail des forces non conservatives. Rappelez-vous, on avait vu que les forces non conservatives, c'était les forces de frottement par exemple. Ces forces de frottement, on a dit qu'il y avait une perte d'énergie sous forme de chaleur. Eh bien, vous la retrouvez là, cette perte d'énergie sous forme de chaleur. Si le système reçoit de l'énergie, on aura un signe positif puisqu'il gagne de l'énergie. Par contre, s'il en donne, il en perd, donc le signe sera négatif puisqu'on raisonne toujours du point de vue du système.